Cette musique, tu l'as certainement déjà entendue, et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'elle doit être familière. Bien évidemment, elle est issue de K-pop Demon Hunters, le nouveau succès international de chez Sony sorti fin juin dernier. Mais à part les musiques, l'histoire c'est comment? Parce que si on les enlève, y a rien, ou pas. Car après l'avoir regardé bien 5 à 6 fois, en une semaine, j'ai eu le temps de bien analyser son intrigue pour qu'aujourd'hui je puisse te révéler ce que te raconte vraiment K-pop Demon Hunters. Et c'est pas une histoire de K-pop. Mais avant de commencer, je rappelle que je ne suis nullement un expert, je ne suis pas dans la tête des créateurs donc je peux me tromper sur certains points et je peux manquer de précision. Bien, comme toute histoire populaire, K-pop Demon Hunters passe par les 7 étapes nécessaires à tout bon récit. Au tout début de l'histoire, Rumi a une faiblesse, elle se cache et elle ment. Mais sa faiblesse, ce sont aussi et surtout ses marques, ce sont littéralement ce qui lui gâche la vie. Cette faiblesse, elle induit un besoin, mais on y reviendra plus précisément plus tard. Donc Rumi, elle a ce qui fait avancer toute l'histoire, elle a un désir. Son désir profond, c'est de faire disparaître ses marques. Tout au long du film, elle agira dans 7 uniques buts. Et pour ça, elle a un plan, bien que finalement très simple. C'est de faire ce que Céline lui a demandé de faire avec Mira et Zoé, à savoir sceller le Honeymoon. Mais, parce que dans une bonne histoire il y a toujours un mais, un adversaire va l'empêcher de réaliser son plan. Ici c'est Guima, les Saja Boys et plus particulièrement Jinu. Puis vient l'étape la plus importante, celle de la prise de conscience. Cette étape, on y reviendra plus tard, car il m'est très compliqué de la définir clairement. Enfin vient la confrontation finale durant laquelle Rumi et les chasseresses parviennent à vaincre Guima en chantant What It Sounds Like. Et finalement, un nouveau Honeymoon est bâti, Rumi vient enfin au bain avec Zoé et Mira, et tout est bien qui finit bien pour nos amis chasseresses. Ok, normalement tu as dû remarquer que j'ai beaucoup parlé de Rumi, et ce pour une raison très simple, c'est qu'elle est le personnage principal. C'est elle la main caractère, c'est pour elle que l'intrigue se déroule, c'est pour elle que l'histoire est écrite. Ce qui me fait une très bonne transition pour te parler des personnages. Dans K-pop Demon Hunters, il y a un nombre de 7 personnages maximum. Et là, t'es certainement en train de te dire que les calculs sont pas bons et que j'en ai oublié 4. Sauf que non. Car je te le dis tout de suite, mais Abby, Romance, Baby et Mystery ne sont pas des personnages. Mais avant de m'incendier dans les commentaires, laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça et pourquoi je pourrais descendre le nombre de personnages à 6, voire 5. Déjà on a Rumi, comme je l'ai dit, elle est l'héroïne de l'histoire, c'est elle qui mène l'action. Sans oublier ses amis, ses alliés, Zoé et Mira, qui la soutiennent mais l'attaquent quand elle agit mal. Puis, que serait une histoire sans antagoniste, sans adversaire? C'est pour cela qu'on a Guima et Jinu. Guima, l'adversaire final, le méchant, très méchant, unidimensionnel qui veut dominer le monde. En gros. Quant à Jinu, je reviendrai sur son cas, mais au début du film, il est l'adversaire principal. On a donc 5 personnages, cependant si j'ai dit 7 tout à l'heure, c'est parce que je peux potentiellement inclure Bobby et Céline. Disons que Céline, elle a le rôle de mentor pour Huntrix, et Bobby, on sent qu'il a certaines motivations. Mais comme ils n'ont pas vraiment de rôle, comme ils ne participent pas vraiment à faire avancer l'intrigue, je ne pense pas qu'on puisse les considérer comme des personnages. Du moins dans ce premier film. C'est pour ça que les Saja Boys, hormis Jinu, ne peuvent pas être considérés comme des personnages non plus, car ils n'ont aucune fonction, aucun rôle qui leur est propre en tant que personne. Ils n'existent pas en dehors du groupe. Bien, cette petite parenthèse nécessaire sur les personnages étant terminée, on peut passer à ce pourquoi tu as normalement cliqué sur cette vidéo, le décryptage amateur du scénario de K-pop Demon Hunters. Au tout début du film, on nous présente rapidement l'univers. Il y a des démons et des chasseresses qui, grâce à leur voix, ont créé le Honeymoon pour empêcher les démons de foutre le bordel sur Terre et protéger l'humanité de l'infâme Guima. Les générations de chasseresses se succèdent jusqu'à arriver à la génération d'Huntrix qui nous sont présentées par leurs fans. À ce moment-là, il y a aussi autre chose de mise en place, c'est une certaine backstory, dans le sens où Huntrix doivent accomplir une mission. Elles ont une responsabilité qui remonte bien avant elles, et ce qui est déjà décidé à ce moment-là, c'est que Rumi a des marques. Elle a un fardeau en plus de ce que peut représenter de devoir sceller le Honeymoon. D'ailleurs, ces marques, on va souvent y revenir. Une fois que l'univers de l'histoire est présenté, on passe à une technique très souvent utilisée en narration, celle de la crise qui définit le héros. Ici, ça correspond à la scène dans l'avion et le concert sur Hodgdon. C'est ici qu'on nous montre l'aspect guerrière et idole des chasseresses. Mais il y a aussi un léger focus sur les marques avec une info implicite qui est marque égale démon et démon égale méchant, donc marque égale méchant. Et en parlant de méchant, chez les démons, Jinu fait son entrée en tant que principal adversaire du film. C'est lui qui va empêcher Rumi de sceller le Honeymoon avec les Saja Boys. Cependant, il n'est clairement pas unidimensionnel, s'il s'oppose à Rumi, ce n'est pas par pure envie maléfique de méchant, mais car il souhaite effacer ses souvenirs. Il s'oppose par besoin.
Mais pour l'instant, Huntrix n'en ont pas encore conscience et décide de prendre une pause après le final de leur tournée. Du moins c'est sans compter sur Rumi qui décide de lancer directement la promo de Golden. C'est là qu'on nous montre ses faiblesses, elle est impatiente, un peu égoïste, elle se cache et ment à ses amis. Ce sont ces faiblesses qui vont lui pourrir la vie durant tout le film, tout comme ces marques qui nous sont révélées très tôt, marques qui pour l'instant sont juste le symbole des démons. On comprend donc tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'enjeux dans la réussite de leur mission, sachant que l'on sait qu'elles sont sur le point de réussir. Et ce sont précisément ces marques la plus grande faiblesse de Rumi. C'est sur ça qu'elle sera constamment attaquée, en particulier par Jinwoo. Mais, premier rebondissement, Rumi perd sa voix, donc son désir est légèrement modifié car son principal objectif est maintenant de retrouver sa voix. Mais, les Saja Boys font leur apparition, et cette apparition avec Soda Pop a pour fonction d'événement déclencheur, car l'objectif principal maintenant c'est de vaincre les Saja Boys. Et c'est cet objectif qui va lier le désir de Rumi à faire disparaître ses marques à son besoin dont je parlerai à la fin car tout fera sens. Donc Huntrix décide de faire une attaque frontale contre les Saja Boys, attaque qui se résultera par un échec, mais c'est surtout le premier gros rebondissement de l'histoire, à la fois pour Rumi et pour Jinwoo. Pour Rumi car son désir de cacher ses marques à ses amis aurait pu leur coûter la vie, pour Jinwoo car il a découvert une chasseresse qui porte des marques, et aussi pour nous spectateurs qui avons vu Jinwoo cacher les marques de Rumi et donc qu'il n'est pas si méchant. Pas si méchant, mais il élabore quand même un plan pour vaincre les chasseresses, et en particulier Rumi en utilisant ses marques contre elle. Un plan qu'il élabore à moitié sous la contrainte, mais on y reviendra dans 2 secondes. Car du côté d'Huntrix, la défaite contre les Saja Boys leur laisse un goût amer. Surtout que le Onmoon est au plus mal. C'est pourquoi leur plan à elle sera de remporter le prix des Idol Awards avec un tout nouveau son, qui sera rapidement source de conflit, mais on n'y est pas encore. Pour le moment, Jinwoo rencontre Rumi en privé, et cette rencontre sèmera le doute dans l'esprit de Rumi au sujet des démons et surtout au sujet de Jinwoo, voyant en lui non plus le mal incarné, mais un homme brisé par Guima. Et donc la rencontre change aussi la symbolique autour des marques, qui avant étaient symboles des démons et du mal, maintenant elles sont symboles de honte et de souffrance. C'est aussi à ce moment-là que Jinwoo devient non plus un adversaire, mais un faux allié. À moitié de son plein gré et à moitié sous la contrainte, mais un faux allié quand même. Bien maintenant qu'on est presque à la moitié du film, il faut parvenir à faire se développer l'intrigue jusqu'à la phase finale. Ce qui n'est généralement pas la chose la plus simple sans être redondant. Et c'est exactement pour ça qu'on a Takedown. Car à partir de maintenant, l'histoire alterne entre la préparation des Idol Awards et la relation entre Rumi et Jinwoo. Une relation qui a une influence autant sur l'un que sur l'autre. Puisque Jinwoo agira de plus en plus par contrainte de Guima et non par envie, et Rumi doute de sa mission. Un doute qui l'amène à mentir de plus en plus à ses amis et surtout à Mira, à qui elle cache littéralement des choses derrière son dos. À ce moment-là de l'histoire, elle s'éloigne des valeurs de ses amis, et ce jusqu'au point de rupture, la veille des Idol Awards. Rumi se voit directement confrontée par Mira face à ses mensonges et à ses secrets. La tension entre elle et ses amis est à son paroxysme, même Zoé n'arrive plus à la suivre. Cependant, Rumi a visiblement trouvé le moyen de régler tous ses problèmes. Et c'est avec Free qu'elle est au plus proche de sa relation avec Jinwoo et qu'elle le convainc de l'aider à remporter les Idol Awards. Elle est au mieux, elle va bientôt gagner. En plus, elle apaise les tensions avec ses amis, Takedown n'est plus un problème car elles chanteront Golden, donc tout va pour le mieux. Enfin ça, c'est sans compter sur une info qu'elle n'a pas, c'est que Jinwoo lui a menti. Ou du moins il s'est menti à lui-même, ce qui a pour conséquence de lui mentir à elle aussi. Car ce qu'on nous révèle, c'est que ce n'est pas Guima qui lui a enlevé sa famille, mais lui-même qui les a abandonnés. Et on nous montre une fois encore le contrôle quasi total que Guima exerce sur les démons. Donc le jour même des Idol Awards, Jinwoo trahit Rumi en utilisant Takedown contre elle, révélant ses marques qu'elle voulait cacher plus que tout à ses amis. Ainsi, Rumi a perdu leur confiance, a perdu le Onmoon, Huntrix ont échoué, les Saja Boys ont gagné, Guima a gagné. Brisée, elle va voir Céline pour mourir, c'est clairement ce qu'elle lui demande. Elle est au plus bas, elle a tout perdu, elle n'a plus rien, plus aucun espoir, donc elle demande à Céline de la tuer. Mais devant son refus, elle la confronte et décide de ne plus se cacher, de ne plus mentir et de détruire le Onmoon. C'est à partir de là qu'on trouve le plus gros point noir du film. C'est qu'il manque une scène. Car certes, Rumi a comblé son besoin, elle s'accepte, mais entre le moment où elle devient Dark Rumi et elle décide de détruire le Onmoon et le moment où elle revient pour sauver tout le monde, il y a juste un cut. Il y a juste un cut. Elle revient parce que c'est le scénario, parce que pour le bien de l'histoire, elle doit revenir. Mais il n'y a rien, j'insiste, on nous montre rien qui la pousse à revenir d'elle-même. Et vraiment, c'est la seule chose qu'on peut réellement reprocher au scénario. Parce qu'à part ça,
tout le reste se déroule très bien. Bref, on arrive sur la fin du film pour la confrontation finale après Your Idol, qui est à mes yeux l'une des, si ce n'est la meilleure musique du film. Donc Rumi revient avec What It Sounds Like, ses marques qui étaient violettes deviennent bleues et dorées et symbolisent maintenant l'acceptation. Huntrix retrouve leur union, Jinu se sacrifie pour sauver Rumi et Guima est finalement vaincu. Après tout ça, nos amis les chasseresses font une pause, Rumi accompagne enfin Mira et Zoé au bain, mais après avoir vu des fans, elles décident de faire leur comeback. K-Pop Demon Hunters est un film qui ne parle pas de K-pop. C'est un film qui se déroule dans un univers K-pop, mais là n'est pas son thème. Car le thème du film correspond aux besoins de Rumi. Tout au long de l'histoire, Rumi a besoin d'arrêter de se cacher, d'arrêter de mentir à ses amis. Elle a besoin de s'accepter, d'accepter ce qu'elle est, d'accepter qui elle est. Il est là le thème général du film, c'est un film qui parle d'acceptation bien plus que de K-pop, et c'est certainement pour cette raison qu'il plaît autant à un public comme moi qui n'est pas foncièrement fan de genre musical. Maintenant, je classerai ce film en très bon, car je passe toujours un très bon moment devant, le revoir ne pose aucun problème, Sony ont clairement fait du très bon boulot. Aussi, j'ai eu ouï dire qu'il y aurait 2 suites sur lesquelles j'ai mis quelques réserves, pour la simple et bonne raison que je n'ai aucune idée de la direction dans laquelle l'histoire peut se développer. J'imagine qu'il pourrait explorer le passé de Rumi, car on sait que son père est un démon. Par contre, je doute qu'il y ait un retour des Saja Boys, je pense vraiment pas que ce soit nécessaire. En tout cas, je reste très curieux et j'ai hâte de voir comment ils développeront la suite. C'était Naït et n'oublie jamais que la vie elle-même est une histoire composée d'histoires.